Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Le sujet du jour, puisque vous le savez, il fait débat depuis hier, c'est le bilan de Kassory Fofana, Premier ministre, qui justement, face à son bilan et devant un parterre de journalistes hier, a défendu justement, on va dire 12 mois de bilan d'activité au compte de son gouvernement. Et Kassory qui a été un peu plus clair, notamment sur certaines questions de gouvernance sociopolitique, en parlant de la constitution guinéenne, il le dit, lui et tous les membres de son gouvernement sont pour une nouvelle constitution. Et sur d'autres sujets, on a vu l'homme comme un peu provocateur, notamment sur les questions d'exercice des libertés publiques. Kassory Fofana dira justement qu'il préfère l'impopularité à l'irresponsabilité. Et de ce fait, il assume la question, la fixation des PA et justement dit qu'il n'y aura de droit pour personne de manifester désormais sur l'autoroute et notamment à Kaloum. Et que dire des questions économiques, les réformes qu'il a apportées et les effets que celles-là ont posés sur le terrain. Nous parlerons de tout ça. Et c'est pour cela que nous donnons la parole à un observateur, pas des moindres, de l'évolution sociopolitique du pays, pour qu'il fasse lecture de cette conférence de presse. Il s'agit de M. Alpha Ousmane Diangolo Bari. Il est journaliste, sociologue et écrivain, un habitué aussi de cette émission. Monsieur Bari, bienvenue dans cette émission. Merci, Monsieur Diallo. Une fois encore, toujours merci. Un plaisir. Merci surtout de la disponibilité. Je vous en prie. Alors oui, le principal sujet, c'est bien sûr Kassory face à son bilan. Et il l'a fait hier sur différents aspects, gouvernance globale, le dialogue sociopolitique et bilan économique. De bout en bout, qu'est-ce que vous retenez de cet exercice de Kassory Fofana face à la presse nationale? Voilà, avant d'aller dans le vif du sujet, il faut faire un petit rappel. Il est arrivé au mois de mai. Il a pris fonction le 27 juin, si je m'abuse, dans une profonde crise sociale, dans un dialogue qui était bloqué. Donc, je pense que c'est nécessaire quand même de faire ce petit rappel. Il est arrivé dans des circonstances très, très difficiles. Il a hérité d'une crise qu'il n'a pas lui-même provoquée. Donc, sa priorité, il l'a affichée, c'était le dialogue politique et social. Vous savez, c'est une question de génération. Il connaît tous les leaders actuels, ils ont travaillé ensemble, etc. Donc il a réussi quand même s'il n'a pas résolu tous les problèmes, il a réussi quand même à calmer la situation. À faire revenir... Ne serait-ce que ce premier plan-là, qui était une de ses priorités à son arrivée, justement ce dialogue politique et social, est-ce qu'on peut dire que 12 mois après que Kassory je veux dire, a des points positif là-dessus, parce qu'aujourd'hui on sait que le dialogue politique n'est pas tout à fait rétabli, le processus politique fait objet encore de débats au sein de la classe politique. De ce point de vue, est-ce qu'il a un bilan? Oui, je pense qu'il a un bilan qui n'est pas complet peut-être, parce que si vous prenez le dialogue, les grèves qui se sont succédées, pour parler sur le plan social, quand il est arrivé, on a tendu une patate chaude, l'augmentation du prix du carburant. Il a réussi à faire passer la pilule, c'est quand même une pilule. Et il y avait une revendication du SLEG pour un salaire de 8 millions de base. Il a réussi à calmer les ardeurs et à trouver des solutions en disant, mais écoutez, on a déjà augmenté 40%, on ne peut pas augmenter encore plus, parce que sinon vous allez vous retrouver à un salaire que même les gens en France ne touchent pas. Donc ça, il a réussi aussi ça. Donc la grève était difficile, hein. On était parti pour une année blanche. Mais il était obligé, hein, quand vous dites par exemple pour la grève du SLEG, à un moment donné, lui et son gouvernement étaient comme dos au mur, ils étaient obligés c'est une épreuve de force. De céder. C'est une épreuve de force. Soit vous êtes réaliste, vous trouvez l'équilibre, il a trouvé l'équilibre, il a cédé sur certains points, il n'a pas cédé sur d'autres. Si vous prenez l'exemple du prix du carburant, le prix du carburant a augmenté. C'était une pilule amère, mais c'est passé.
quelque temps après, on a diminué. Actuellement, il y a des rumeurs qui disent que oui, ça pourrait augmenter. Ça, on ne peut pas commenter ça. Je ne sais pas, c'est des rumeurs. On ne peut pas se baser sur des rumeurs pour analyser des faits. Bon, l'amélioration de la gouvernance. Vous savez, si vous prenez les corps d'inspection, l'inspection générale des finances, l'inspection d'État. Donc la gouvernance économique. Oui, je parle de la gouvernance économique, pas sur tous les sujets, sur le sujet de la corruption et de l'impunité. Il a dit lui-même, il y a un début. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de l'autosatisfaction. Quand les gens lui ont posé la question de savoir, moi, il devait avoir plus de... Il dit non, vous savez, c'est un processus. Le processus est là, vous-même vous le savez. Vous n'allez pas inculper quelqu'un si vous n'avez pas toutes les preuves contre lui. Il a annoncé de toute façon qu'il y a plein d'audits qui sont en train d'être faits et que si c'est avéré, ben, les gens iront devant la justice. On attend de voir. En tout cas, c'est une promesse ferme qu'il a faite. Donc ça, c'est l'aspect lutte contre la corruption de sa gouvernance économique. Restons un peu là-dessus, justement. Quand il vient, il dit que je voudrais booster la gouvernance économique et mettre un focus notamment sur la lutte contre la corruption. On a deux dossiers dès son arrivée qui sont évacués, le cas Paul Moussa Diawara, le cas de l'OGC, mais sauf que ce n'était pas lui qui était à l'origine justement de ces dossiers, cela nous a été dit. Mais en restant toujours dans la lutte contre la corruption, 12 mois après, donc un an après, on n'a pas senti une touche particulière de Kassory pour améliorer les conditions de détection et de répression de la lutte contre la corruption. Parce que quand nous prenons la situation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, qui est mal logée en termes d'infrastructure, donc de cadre de travail, qui est mal subventionné, si on peut le dire ainsi, qui a une subvention de 400 millions de francs guinéens seulement, donc moins de 100 000 euros, alors qu'à côté, en Sierra Leone, la même agence qui fait le même type de travail est dotée de 9 millions de dollars. Est-ce que ce n'est pas juste un exemple pour dire qu'il n'a rien fait dans ce domaine de lutte contre la corruption? Là, vous donnez des chiffres. C'est vous qui pouvez les vérifier. Moi, c'est une réalité, M. Barry. Non, mais moi, je vérifierai les chiffres. Et d'ailleurs, les 400 millions de budget ont été diminués aussi. Monsieur Diallo, c'est pas, la lutte contre la corruption, ce n'est pas une question d'argent, de moyens financiers. Oui, mais c'est une question... L'instrument de lutte qui est l'agence. Laissez-moi finir. Vous savez, l'agence dont vous parlez là s'occupe de problèmes spécifiques. Quand les Paul Moussa ont été épinglés, c'est l'inspection d'État, il y a l'inspection des finances. Et ces services-là ont été renforcés dans leur capacité d'action. Maintenant, vous parlez d'un pan du contrôle, ça n'enlève à rien l'efficacité. Pas des moindres, hein, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. L'Agence nationale de lutte contre la corruption, c'est quoi pour vous? Non, justement, quand vous dites un pan, est-ce que c'est un aspect minime? La plupart du temps, c'est l'inspection d'État et les inspecteurs finances qui contrôlent, qui auditent. Maintenant, eux, ils sont en train de rechercher là où il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, après, ce n'est pas à eux de s'en occuper. Il y a des inspecteurs qui sont assermentés, qui s'occupent de ces dossiers-là. Je voulais vous dire, ça fait un an. Vous pensez vraiment, si c'est pour faire de la démagogie, on peut épingler des gens dans tous les sens. Mais est-ce que ça va être juste? C'est un processus lent. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas le Premier ministre qui a engagé ça, mais l'État, c'est la continuité. Bien sûr. Hein, il aurait pu arriver, ne pas finaliser ces dossiers. Il les a finalisés. C'était juste une précision qu'il fallait faire. Non, mais moi, je voulais juste donner une autre précision pour vous dire que l'État, c'est une continuité. Quelqu'un engage les choses, celui qui arrive, il peut ne pas régler le problème. Il l'a réglé. Donc, maintenant, attendons, compte tenu de lutte contre la production, un peu de patience. Moi, je pense que les audits vont prouver quelque chose. Vous n'allez pas épingler les gens juste parce qu'on dit ils bouffent de l'argent. Comment pouvez-vous détecter des pots de vin? C'est difficile. Ça se passe partout. C'est peut-être pire chez nous. On sait bien qu'il y a la corruption, il y a les pots de vin. Qu'est-ce qu'on contrôle? Quand on audite une entreprise, on regarde le passif, l'actif, on regarde est-ce que les dépenses sont justifiées. Si les dépenses ne sont pas justifiées, c'est qu'il y a un trou.
Bien. À partir du moment qu'on constate ce trou-là, on peut amener la personne. Donc vous êtes rassuré de son élan? Si, je pense que oui. Je pense que oui, il ne va pas se dédire. Il l'a dit dès le début, quand il a prononcé devant l'Assemblée nationale sa politique générale, il a dit, moi je pense qu'il pourra y arriver. C'est une question de volonté politique. Il faut qu'à côté, le président aussi le soutienne. Bien. Alors oui, les autres aspects de la gouvernance, vous avez parlé des instruments économiques et financiers qui ont été créés tout à l'heure, comme les agences là, Mamri, Agnès, Anafik et autres. Bon, si vous prenez par exemple une initiative du président de la République, forcément qui est appliquée par le Premier ministre, ils ont décidé avec le gouvernement d'affecter 15% des revenus miniers au financement des collectivités locales. À travers l'ANAFIC? Oui, à travers l'ANAFIC, que vous connaissez. Voilà, c'est un programme ambitieux de 700 milliards de francs. Juste en ce moment, actuellement, dans les 342 communes rurales, plus de 700 projets vont être réalisés. Près de 5000 encadreurs, donc des jeunes qui vont être recrutés. C'est quand même, c'est pas un miracle, mais c'est un bon coup de pouce. Bien. Voilà. Alors donc oui... Il y a la première initiative, il y a la seconde initiative, l'inclusion économique et financière. Vous savez que la pauvreté touche à peu près 40% de la population. Donc, à l'horizon 2025, ça touchera, l'amélioration des conditions de vie touchera 5 millions de personnes. Nous sommes 12 millions. C'est déjà un effort louable. On attend les résultats. Et déjà, ils ont mobilisé 104 millions de dollars de la BAD et de la Banque mondiale. Donc, globalement, gouvernance économique, vous pensez que le Premier ministre a un bilan positif de ce point de vue, défendable? Non, le bilan est défendable. Il y a des faiblesses, il les a reconnues, mais quand même c'est 1 an, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans. Évidemment. Voilà, donc sur le temps, les réformes structurelles prendront corps, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont réticents au changement. Bien. Vous connaissez autant la Guinée que moi, les gens ne veulent pas le changement concret. Et puis, nous avons une administration qui prend en otage l'administration et qui n'est pas forcément un élément moteur. Et bien, ça aussi, il faut restructurer. Il a parlé aussi des infrastructures, c'était un pan de son exposé. Oui. On l'a vu égrener des travaux de construction, qui sont lancés, de réfection des routes qui sont lancées ici et là. De ce point de vue, du regard du journaliste, du sociologue, parce que la route, ça impacte la vie de la société, des citoyens aussi. Donc, vous pensez que là aussi c'est convaincant? Kassory vous a convaincu sur ce moi, il ne s'agit pas que Kassory me convainque, arrive à me convaincre. Je regarde la réalité. Je suis à Conakry. Je ne dis pas qu'il y a eu un miracle, mais on peut dire que ça va dans le bon sens. Si vous voyez ce que le ministre des Travaux publics n'a été fait sur le terrain, ça avance. Ça avance peut-être pas au rythme que nous souhaitons, mais l'État a des contraintes. Vous savez, il y a l'eau, il y a l'assainissement, il y a l'agriculture, il y a les mines. Et à un moment donné, on se fixe des priorités et on oriente les actions d'investissement dans un domaine qui est vital. Comme vous dites, les transports impactent, un impact sociologique ou un impact social et économique, bien sûr. Si vous prenez Zérékoré, où ils vont prendre 2 jours, 3 jours pour transporter des produits agricoles, avant que ça n'arrive, il peut y avoir une pénurie sur les marchés. Moi, oui, je pense que oui. Bien. Et si je reviens un tout petit peu sur la question de gouvernance politique, vous avez à un moment donné, pour répondre à la question d'un journaliste sur l'inachèvement du processus électoral, où Kassory dit, en tant que Premier ministre, qu'il n'était pas au courant que les conseils de quartier et les conseils régionaux ne sont pas installés, et c'est pour cela qu'il a relancé sur ce sujet-là le ministre de l'administration du territoire. Et ça paraît dangereux de la part d'un Premier ministre, peut-être pour moins dire, c'est quand même étonnant qu'il ne soit pas informé sur ce genre de questions. Peut-être étonnant, mais pas dangereux. Je dirais pour dire moins. Voilà, c'est pas dangereux à ce point. Je veux dire, il est arrivé avec beaucoup de préoccupations. C'est vrai que c'est une priorité.
parce que l'une de ses priorités aussi, c'est la quiétude sociale et la paix. Je veux dire, oui, c'est le Premier ministre qui mène le dialogue social et politique. Oui, il doit aller encore, il doit faire mieux. Là, il y a des faiblesses. Je pense qu'il ne le nie pas, et c'est pourquoi il a résolu justement de booster son ministre pour le faire. Oui, mais est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que c'était pas pour fuir la question? Parce qu'on ne peut pas imaginer que le Premier ministre ne sache pas qu'on n'a pas terminé un processus électoral, que des élus locaux ne soient pas installés. Non, il y a des élus locaux qui ont été installés déjà. Ne s'est pas planté. Je veux dire, les derniers, bien sûr, les maires sont installés, voilà. Mais les conseils... certains conseils communaux sont les conseils installés. De quartier, les conseils de quartier et les conseils régionaux qui ne le sont pas. Donc le processus n'est pas achevé. On est d'accord, le processus n'est pas achevé, il faut l'achever. Bien. Et donc mais je ne peux pas parler à sa place. Ce qu'il a dit, moi, je ne juge pas du tout. Voilà. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et évidemment, il faut le faire vite et bien. Voilà. Et il faut donc reconnaître que c'était une grande faiblesse de ce point de vue-là. C'est une faiblesse, pas forcément une grande faiblesse dramatisée. Une grande faiblesse que le Premier ministre ne soit pas au courant de cela, M. Barry. Et on va évoluer au-delà de la gouvernance sociopolitique et la gouvernance économique. Il s'est prononcé bien entendu sur d'autres sujets. C'est les questions d'actualité. Et c'est là où on va venir tout à l'heure. C'est là où on va venir tout à l'heure sur la question de la Constitution. Et même d'autres réponses qu'il a eu à donner en termes de questions subsidiaires. Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Après la pause T, juste en 30 secondes, nous nous retrouvons pour continuer notre débat. Okay. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Et si vous venez d'arriver, le sujet c'est toujours Kassori Fofana, Premier ministre, face à son bilan devant l'opinion et la presse nationale et internationale. C'était hier mercredi. Évidemment, le sujet fait débat et nous revenons là-dessus. Le regard d'un sociologue, mais journaliste aussi, écrivain, M. Alpha Ousmane Gangolo Barry, qui est l'invité du jour et avec moi sur ce plateau. Alors oui, M. Barry, on va continuer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'aspect gouvernance économique où Kassori a semblé afficher un bilan reluisant. Et puis, sur le point de vue dialogue sociopolitique, vous avez analysé. Mais en restant sur la question du moment, Kassori, quand même, et je pense que c'est l'aspect aussi qui fait débat aujourd'hui, c'est la Constitution. Il n'a pas manqué de se prononcer là-dessus en disant oui, moi en tant que gouvernant, je suis d'accord pour qu'on aille vers une nouvelle Constitution. En tant que citoyen, je dis oui, et tous les membres du gouvernement sont d'accord là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une chose est claire, la question de Constitution, il n'y a plus un secret au sein du gouvernement. Kassori, ils sont tous là-dedans. Et on peut dire qu'Alpha Condé aussi, même s'il n'a pas dit clairement, qu'une manière de dire que c'est un projet du gouvernement et de la gouvernance. Enfin, c'est un projet du gouvernement et de la gouvernance, c'est trop dire. Ça peut être le projet du président de la République qui a l'initiative de le faire. C'est bien, il a été franc, direct, il a dit la vérité. Maintenant, il n'y a plus de tabou. De toute façon, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de tabou, finalement. Et voilà, il a dit clairement sa position. En tant que citoyen et en tant que Premier ministre. Vous savez, dans un gouvernement, soit vous êtes d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Et justement, c'est pour cela on va en parler, il n'y a pas de C'est pour cela que Cheikh Sako est parti, quelques 72 heures ou 48 heures avant cette conférence de presse. Mais il n'était pas au courant de cette conférence, déjà. Ah, mais ce qui veut dire de toute façon qu'il n'était pas sur le même élan que ce gouvernement. Parce que si Kassori dit finalement que tout le monde était d'accord il n'a pas dit y compris le ministre de la Justice. Non, il dit que tous les ministres du gouvernement sont d'accord pour la nouvelle constitution. Exception en fait de Sako qui est déjà parti. Donc on comprend bien qu'on ne l'ait pas informé de cette conférence de presse, étant donné qu'il n'était même pas informé. Est-ce que c'était prévu déjà? Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous-même vous pensez de la question, de ce débat, les raisons que Kassori a évoquées? Parce qu'il n'a pas seulement dit qu'il est d'accord, il a évoqué certaines raisons liées à lui-même, sa fonction de Premier ministre, en interaction avec celle du président de la République. Il a parlé du statut panafricaniste de notre État qui semble être ignoré dans cette constitution. Il a parlé de la mosaïque d'institutions républicaines prévues par cette constitution actuelle et tous ses coûts.
Vous pensez que ça vaut la peine, que ça tient la route, ces arguments, pour changer de constitution? Notre question, là, vous avez formulé votre question. Votre question n'est pas est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Vous êtes d'accord là-dessus? Maintenant, non. Écoutez, laissez-moi analyser les faits. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Je suis sociologue, j'analyse les faits. Oui. Donc, laissez-moi analyser les faits avec vous, et je suis citoyen aussi. Allez-y, bien sûr, on vous écoute là-dessus. Voilà, donc le Premier ministre a dit, il n'a pas tort dans ce qu'il a dit. Il a dit, dans toutes les sociétés, les institutions évoluent selon les contraintes socio-économiques. C'est naturel. La France, c'est la 5e République. On a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Regardez, la troisième et la 4e République, c'était l'instabilité gouvernementale. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un gouvernement ne restait pas 6 mois. Vous parlez, si je fais un parallélisme avec le dialogue social et politique, surtout le dialogue politique qui est souvent bloqué, ça montre bien qu'il nous faut de nouvelles institutions pour clarifier les choses. Je vais juste analyser la Constitution actuelle. Il a parlé des pouvoirs, je l'ai lu, des pouvoirs du Premier ministre et des pouvoirs du Président de la République. Il y a un flou juridique total. On dit quelque part que le Premier ministre peut nommer à tous les postes civils. Bien. Excepté les postes prévus pour le Président de la République. Il y a une ordonnance qui va définir ça. L'ordonnance n'a jamais défini ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on va imaginer que c'est les postes de souveraineté que le président peut faire. Mais en même temps, le président aussi peut nommer aux emplois civils. Il faut clarifier ça. Vous ne pouvez pas jeter comme ça un texte juridique flou. C'est un flou juridique. Bien. Il faut le corriger. Il y a que l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire, ils votent le budget, ils peuvent demander, rejeter, dire au gouvernement de modifier le budget, mais il n'y a pas de motion de censure. C'est-à-dire, l'Assemblée ne peut pas faire tomber un Premier ministre ni un gouvernement. Il faut le mettre. Il faut qu'il y ait la motion de censure pour que si le Premier ministre décline quelque chose devant l'Assemblée et que l'Assemblée n'est pas d'accord, qu'elle vote contre. Une fois qu'elle vote contre, si c'est des questions essentielles pour la nation, il démissionne. Et le président n'a qu'à nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Pour le moment, il n'y en a pas. Il y a plein d'axes. Plein de choses qu'on peut changer dans la Constitution. Oui. Mais est-ce que, en tant que sociologue, en tant que journaliste aussi, ça vaut la peine qu'on aille à une nouvelle Constitution, étant donné qu'il y a des juristes qui ont donné les conditions dans lesquelles on devrait changer de Constitution? Mais quelles sont ces conditions? Il n'y a aucune condition. Et puis le timing. Là aussi, je pose la question aux journalistes observateurs, le timing de ce projet de la part du gouvernement, de cette gouvernance, en fin de 2e mandat de la part d'Alpha Condé. Ça donne l'impression, et c'est maintenant clair, qu'il y a l'idée de pouvoir remettre le compteur d'Alpha Condé à 0, même si on évoque des raisons pour lesquelles il faut actualiser la Constitution, mais pour qu'après, il puisse continuer de gérer. Vous, en tant que journaliste, observateur, sociologue, vous ne voyez pas la chose sous cet angle-là. Est-ce que vous avez lu la Constitution? Non, là je parle du contexte. Non, parce que du débat posé par la gouvernance, on peut dire maintenant par le gouvernement, puisqu'ils sont tous là dans le. Mais c'est pas un problème, le gouvernement est avec le président. Évidemment. C'est normal. Mais chèque est parti. Et donc. Tant pis pour lui. Oui. Tant mieux pour lui, peut-être que si c'est pas un bon cheminement de la part du gouvernement. Un Premier ministre, un ministre, ou vous êtes d'accord, ou vous partez. Évidemment. Il n'est pas d'accord, il est parti, et je vais vous dire la contradiction qu'il y a dans sa déclaration, dans son courrier. Dans le courrier de Cheikh Sako, une déclaration, une contradiction. Mais je l'ai. Première déclaration, il dit, en tant que ministre garde des Sceaux, on ne m'a pas associé à la réalisation de cette constitution. Je suis, de toute façon, contre. Ça veut dire si on l'avait associé, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette position-là. Non. Il faut aller comprendre qu'est-ce qui trottait dans sa tête quand il a dit, mais c'est une contradiction. Si on l'avait associé, peut-être qu'il aurait dit clairement, on peut réviser. Mais ça, on ne le sait pas. Non, peut-être qu'il aurait dit, on peut réviser, mais on ne touche pas à ci et ça. Mais moi, Alpha Barry,
Si je ne suis pas d'accord, je dis je démissionne parce que je ne suis pas d'accord qu'on modifie la Constitution et qu'on propose une nouvelle Constitution. Quand il dit on m'a pas associé, non, il a dit on m'a pas associé. J'ai le courrier ici. On m'a pas associé. Et je suis contre. Alors, qu'est-ce que mais vous il pensez... peut être contre, ça n'a aucune influence concrètement. Moi je pense que nous sommes en train de parler dans le virtuel, mais la réalité c'est que les choses se préparent. Il y a deux camps, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Oui. Est-ce que c'est légal? Vous parlez d'opportunité, de temps. Le contexte, le timing. Il n'y a pas de timing dans ce genre de situation. Le président de la République, parce que c'est nous qui avons mis cette constitution-là sur laquelle il agit aujourd'hui, le président de la République a des pouvoirs discrétionnaires. Oui, mais il peut décider, attendez. Pas de nous faire changer de République du jour au lendemain. Il peut le faire. Maintenant, c'est au peuple de dire oui ou non. Du jour au lendemain, nous faisons. Mais du jour au lendemain, on peut. Révision. Attendez, c'est pas la veille, le lendemain on révise. Il y a la révision, oui, possible. Mais nous changer clairement. Les deux sont possibles. Je vous dis. Et vous avez vu le Premier ministre qui s'est basé sur la réflexion du professeur Zobelemou en voulant nous parler de nouvelle constitution et qui lui. Laissez-moi donner mon avis dessus. Oui, allez-y. Je suis quand même juriste aussi. Laissez-moi donner mon avis dessus. C'est-à-dire, on est dans un faux débat. Un faux débat. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux camps. Il y a ceux qui sont pour une nouvelle constitution, il y a ceux qui sont contre. Ok, c'est démocratique. Moi, à mon avis, les deux camps sont libres d'avoir leur opinion, de s'exprimer, de se battre pour ce qu'ils veulent. Bien. Pourvu que ça ne soit pas dans la violence, etc. Maintenant, vous dites, ah, il attend à 1 an et quelques de son mandat, mais il peut attendre 1 an et quelques de son mandat. Pourquoi il ne peut pas le faire? Il a jugé, je ne vois aucun inconvénient. Maintenant, c'est à lui de voir comment il va peser les choses et tout, que son camp soit assez fort pour faire passer cette constitution. On ne peut pas forcer le peuple à voter. Et quand on vous dit qu'il a l'intention et que c'est clair, de profiter de ça, si ça se concrétisait, de remettre son compteur à zéro et de continuer à diriger, comme le chanteur Tiken Diafakoli l'a dit. C'est pas lui, c'est pas lui, non. Je ne veux pas un troisième mandat, parce que vous mélangez sur le plan juridique. Un troisième mandat, c'est avec cette constitution-là. Il sait, laissez-moi m'exprimer, oui, M. Diallo, il sait, en tant que juriste, qu'il ne peut pas modifier le verrou de la limitation de mandat. Évidemment. Ok. Donc, il ne va pas le faire. Il ne va pas violer la constitution actuelle, mais il a le droit légitime et légal de proposer une nouvelle constitution. C'est au peuple, non attendez, laissez-moi finir, si ça lui permet, tant mieux. D'accord? C'est au peuple de décider qui est souverain, qui est légitime et souverain. C'est le peuple. Donc le peuple décidera. Les gens n'ont qu'à, dans leur camp, s'organiser pour que ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, il va partir. Bien. Si ça passe, il peut avoir, vous dites troisième mandat, il peut avoir un premier mandat. Mais c'est ça. Mais c'est la Constitution qui le dit, c'est la loi qui le dit. C'est-à-dire qu'il a un troisième mandat qui devient en quelque sorte le premier d'une nouvelle Constitution, ça dépend. C'est un nouveau mandat, je vous explique. C'est que sur Alpha. Je vous explique, oui bien sûr, je vous explique. C'est normal, vous le comprenez, vous le pensez? Mais bien sûr, c'est normal. Maintenant, est-ce que c'est Alpha Barry qui décide? Non. C'est le peuple. Oui, mais tout ce qui est légal, moi, tout ce qui est légal, je suis d'accord. S'il avait fait un acte illégal, j'aurais été contre. Vous me connaissez. J'aurais été devant pour dire non, c'est illégal. Quand on entend nos juristes ou nos pseudo-juristes dire que non, il n'a pas le droit, pourquoi ce temps-là? Il choisit le temps qu'il veut. Quand il veut enlever un ministre, il va dire ah non, mais ça fait 2 mois je l'ai nommé, je ne l'enlève pas. Donc Alpha Condé, ça veut dire que tout ce qui se passe, changement de constitution, en réalité, l'agenda c'est qu'il puisse être là après, en 2020. Mais oui, c'est grave. Oui, c'est grave pour quelqu'un qui s'est battu pour des valeurs comme l'alternance. Est-ce qu'il va arriver comme l'alternance au temps de Lansana Conté, quand mais il y aura l'alternance. L'alternance pour se maintenir. Vous étiez là, vous étiez là. L'alternance pour se maintenir. C'est pas lui-même au pouvoir. C'est un peu ça le problème. Monsieur Diallo, la loi lui en tant que journaliste, moi en tant que sociologiste, c'est pas mes sentiments qui comptent. Mais ce qui me surprend trop dans notre paysage médiatique, c'est que les gens expriment leurs sentiments. Il faut regarder la loi. Qu'est-ce que la loi prévoit? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légitime? C'est légal et légitime, ça démarche. Bien. Maintenant, attendons de prendre connaissance
de ce projet-là. Moi, je dis projet, je ne dis ni ancien ni nouvelle. Le projet-là, après, les gens vont aviser. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Mais ça, c'est le bulletin de vote qui fera la différence. C'est tout, c'est démocratique. Et évidemment, vous pensez que les juristes qui pensent que c'est possible que Alpha nous amène vers le référendum, c'est eux qui ont raison. Sauf que, évidemment... C'est pas possible, on ira au référendum. Ah, mais de façon obligatoire, il va amener les... Attendez, qui propose le référendum? C'est ce que j'ai dit. C'est les citoyens ou c'est le président de la République? Non, non, c'est-à-dire qu'on change de constitution. Le président, ils vont faire un forcing pour qu'on change de constitution. Non. Même si des juristes pensent que c'est pas possible. Mais quel juriste ne le voient pas. Au nom de quoi un juriste peut dire? C'est la Cour constitutionnelle qui va apprécier le droit. Évidemment. C'est pas une cour de justice. Non, mais ça m'intéresse pas. Vous savez ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. On a éjecté une voix dissonante dans cette Cour constitutionnelle à la personne de Kélé Fassal. Donc, si ça passe, vous savez que c'est pas étonnant. Voilà, on verra. Bien. Et puis on va évoluer, je l'ai dit, Kassory Fofana, le Premier ministre, il n'a pas, je vais dire, il a été aussi provocateur en quelque sorte sur certains sujets. Quand il dit, je préfère l'impopularité à l'irresponsabilité, et donc en parlant de l'exercice de certaines libertés publiques, il vous dira qu'il assume d'avoir fixé les PA sur des lieux qu'il a considérés comme des poches de violence, comme l'Axe. L'Axe, qu'il qualifie d'ailleurs, en passant, de l'Axe du désespoir. Est-ce que ça, c'est le signe de mépris? Moi, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça, l'Axe du désespoir. Il a dit assumer que l'Axe c'est l'Axe du désespoir. Ça veut dire qu'il faut redonner de l'espoir aux jeunes qui vivent dans ces quartiers. Oui, mais il a marché sur cet axe-là quand il était contre Alpha Condé, avec les jeunes de cet axe. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Diallo? Demandez-moi ce que vous voulez que je dise. C'est une contradiction de Kassory qui a manifesté, avec des enfants qui ont jeté des pierres sur le même axe qu'il qualifie aujourd'hui de l'axe de désespoir. Et puis, est-ce que c'est un sentiment de mépris pour cette partie de la capitale? Et puis, il dira aussi... Oui, mais attendez que je réponde. Il ne permettra plus qu'on manifeste sur l'autoroute et à Kaloum. Et on maintient l'interdiction, la suspension de cette liberté de manifester tout ce temps-là. Ok. Vous savez, je suis journaliste comme vous. Vous savez que quand j'étais ici à Gangan, on est allé sur le terrain. On a eu des bombes lacrymogènes, on a eu plein de choses. C'est l'aléa de la politique et autres. Vous vous rappelez, un jour, je suis venu à une des émissions ici, on m'a demandé, je dis, en tant que citoyen, je suis contre les manifestations publiques qui entraînent des morts pour rien. Maintenant, Kassory a dit, oui, il y a des endroits, les PA, c'est les points d'appui. Vous savez, il y a beaucoup de lois qu'ils auraient pu s'en servir. La loi anti-casse, il y a plein de lois, mais on ne violente pas. Mais attendez, vous imaginez? Du lundi au mercredi, c'était des manifestations. Comment un pays peut avancer comme ça? C'est pas possible. Et ces manifestations conduisaient chaque fois à des morts. Il y a une responsabilité partagée des jeunes qui sont dans la rue, des vaillous qui s'infiltrent et des forces de l'ordre. Bien sûr que la responsabilité est partagée, mais on ne peut pas laisser un no man's land dans un pays où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas d'accord. Ceux qui sont les victimes, c'est les jeunes. Ce n'est pas les leaders. Voilà, ils les envoient. Est-ce que vous êtes prêts à mourir? Non. On n'envoie pas les gens à l'abattoir. On peut trouver une façon de faire ces manifestations encadrées. Et pour que les forces de l'ordre... Le Premier ministre qui est venu avec le slogan « Proche du peuple », qui considère... Proche du peuple, c'est défendre le peuple et le protéger. Mais qui qualifie une partie du territoire comme partie de désespoir. C'est pas un... Là, vous êtes en train de vous buter sur un mot. C'est vrai que c'est le désespoir dans ces quartiers-là. C'est le désespoir. Maintenant, au gouvernement, celui-là ou un autre, de donner de l'espoir à ces gens. C'est comme si toutes les autres parties du territoire sont des zones d'espoir, alors qu'à Bouquet, on n'est pas là. La nature est dégradée à Bouquet. Monsieur Diallo. Alors qu'ailleurs en Guinée, à Imbaya ici, sur l'autoroute
qui peut-être pour lui n'est pas un lieu qui n'est pas un lieu de désespoir. Les ordures ont drainé les gens, ont tué des gens. Mais vous êtes en train de mélanger les sujets. C'est un peu les comparaisons. Non. Vous comparez, on n'est pas en train d'échanger, M. Diallo, en thèse et antithèse. On parle d'un sujet, on ne finit pas de l'aborder, vous soulevez un autre sujet. Je préfère qu'on aille de sujet en sujet et que je vous donne ma réponse. Non, en fait, je voudrais, sur ce concept que Kassori a dit, est-ce que vous dites que je ne suis pas dans son esprit, mais je peux... communication quand non. C'est un acte de désespoir? Non, c'est vraiment un acte de désespoir. Bien. Alors... Maintenant, il faut donner de l'espoir à ces jeunes-là pour les permettre de sortir de ces ghettos-là. Bien. L'interdiction des manifestations, vous pensez que c'est normal quand il dit ça ne va plus manifester sur l'autoroute parce que c'est la rentrée de sur l'autoroute, je suis d'accord. Ni à Kaloum. Mais il y a plein d'autres endroits où ils peuvent manifester. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. L'autoroute, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Mais attends, quand on manifeste, attends, on est obligé d'avoir des endroits précis. Évidemment. Où, attendez, laissez-moi finir. Quand même, moi, j'ai fait plus de 40 ans en France. Je fais le Sénégal avant d'aller en France. Et quand les manifestations veulent se faire, on décrit la trajectoire de la manifestation. Quand le gouvernement ou les services de sécurité pensent qu'il y a un risque, vous avez vu, il y a eu des manifestations sur l'autoroute, pas autant de Kassori. Vous avez vu, on a même brûlé des immeubles. Vous voulez qu'on répète? Donc on interdise éternellement les manifestations? On n'a qu'à interdire éternellement. Sur l'autoroute. Mais il y a d'autres endroits où ils peuvent manifester. Bien. L'essentiel, c'est de manifester, d'exprimer sa colère ou son désaveu. Mais on n'est pas obligé d'être sur l'autoroute. Une question, je dirais peut-être la dernière question un peu globalisante. En tant que journaliste, sociologue, vous avez observé, vous étiez même au lieu de la conférence de presse. C'est une conférence de presse, c'est un exposé en quelque sorte vide de statistiques, de chiffres, globalement sur certains secteurs. La courbe de l'emploi, ou courbe du chômage, la création des entreprises, la question de la croissance selon les prévisions de Kassori quand il venait, et l'actualité aujourd'hui en comparaison avec les autres pays, parce qu'il voulait dépasser la croissance de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, et les chiffres dans le domaine des mines, et ainsi de suite. En fait, c'était une grosse théorie à la fin. Non, mais il n'y a pas eu des statistiques affinées, mais il a expliqué les tendances. Il a expliqué l'argent qui est mobilisé pour l'entrepreneuriat public et privé, pour les entreprises. Près de 700 entreprises vont délocaliser soit à Bokeh, soit à un endroit précis. Ça crée de l'emploi. Il a parlé de la guinéisation des emplois. C'est quand même quelque chose de fondamental. Et voilà. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, qu'il a tout dit. Le temps, oui, non, mais il n'a même pas fait de statistiques véritables. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est pas fait. Je ne sais pas. Il aurait pu faire des statistiques. Il ne l'a pas fait. C'est un choix. Vous savez, quand vous faites une intervention, c'est comme dans votre émission, vous faites le choix de vos questions. Lui, il a fait le choix de faire un bilan panoramique pour donner de la visibilité aux gens. Je pense que les gens ont de la visibilité. Plus tard, s'il ne fait pas ce qu'il a promis, je pense que vous serez très à l'aise pour le lui rappeler, et l'opposition aussi. Bien. Alors donc, pour terminer, vous pensez que de l'œil du journaliste qui a observé cette conférence de presse, mais qui a vu Kassori à la tâche depuis maintenant 12 mois, qu'il est sur le bon élan, sur la bonne trajectoire, même s'il a dit aussi qu'il n'était pas dans une posture d'autosatisfaction? Oui, il a été quand même modeste. Il a dit c'est pas parfait. Il y a des choses qui manquent. Il a parlé de l'assainissement. C'est un vrai problème. Il a dit quelle est la solution qui va être prise. C'est vrai qu'en attendant, nous on est dans les poubelles, c'est sûr. Donc, il a dit qu'il y a une société privée, les fonds sont trouvés, etc., qui va s'occuper de ça. Parce que vous savez, l'assainissement, il y a aussi un problème de citoyenneté, de civilité. Vous allez me dire, oui, où vont mettre les poubelles, ils ne savent pas où mettre. C'est vrai qu'il faut des poubelles, il faut mettre, il faut attacher les choses. Moi, quand je suis dans la circulation, je vois des gens qui sont dans des grosses voitures, je suppose que c'est des grands cadres, ils descendent leur vitre, ils jettent la boîte. Tout le monde jette partout. Vous imaginez, il y a 40 000 tonnes d'ordures par jour à Conakry. Moi, je pense que, oui, la faiblesse, c'est l'eau.
c'est l'assainissement. Voilà, les infrastructures ont été lancées, c'est démarré. On espère que ça va aller très vite. Donc il est sur le bon élan. Il est sur le bon élan. Maintenant, on apprécie là. Est-ce que les résultats seront bons ou pas? Je ne peux pas préjuger des résultats. Bien. Mais je pense qu'il prend le bon chemin. Et voilà, et je pense même que le président de la République aussi, moi c'est mon avis personnel, vous me connaissez, il doit faire un remaniement ministériel, parce qu'il y a certainement des gens qui ne font pas ce qu'il faut pour que les choses avancent. Alpha Condé doit procéder à un remaniement ministériel? Je le pense et je le dis. Maintenant, c'est à lui de décider, je pense que oui. Et dans des moments de crise comme ça. Ministres que vous croyez non, je ne cite personne, on connaît les ministres, je ne suis pas là à jeter le pauvre, vous les connaissez, je les connais. Peut-être s'il y a un remaniement, ce serait pour faire partir ceux qui veulent partir déjà à cause de l'affaire de constitution. Est-ce qu'ils sont partis? Non, je veux dire... Parce qu'il ne faut pas raisonner sur les rumeurs. Non. Là, c'est des rumeurs. Alors, mais s'ils veulent partir, pourquoi ils ne partent pas aujourd'hui? Je sais que je dis quoi, si c'est que vous dites. Non, je dis c'est la crise, non. C'est la crise actuelle, le tournant qu'on a pris. Il faut relancer l'activité du gouvernement. Pour relancer l'activité du gouvernement, il faut faire un remaniement. C'est lui qui connaît l'ampleur de ce remaniement. Et moi, en tant que citoyen, je pense que le président de la République, s'il m'écoute, ou les gens qui m'écoutent, ils doivent lui dire qu'il faut un remaniement ministériel. Un remaniement ministériel. Non, je ne sais pas, c'est lui à juger du calendrier. Parce que vous pensez que c'est à nous de juger le calendrier. Quel que soit le calendrier, c'est au président de la République de décider, mais je pense que c'est urgent. Bien. Et bref, vous constatez ce que vous... Que les ministres ne se fâchent pas, je dis ce que je pense. Voilà. Et donc, en conclusion, c'est que Kassory est sur le bon élan. Ce n'est pas un bilan parfait, mais il tient le bon cap. C'est ce qu'on peut retenir. Voilà, il tient le bon cap. Espérons qu'il ira jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, merci, M. Barry. À très bientôt pour d'autres analyses. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ouais. À vous, merci de votre attention. Ce n'est que le point de départ. Nous serons là demain et la semaine prochaine pour donner la parole à d'autres observateurs, d'autres acteurs qui feront leur analyse de cette conférence de presse de Kassory Fofana, conférence de presse bilan, bien entendu. Et c'est sûr que ce sujet continuera à défrayer la chronique jusqu'à la semaine prochaine. À tous et à toutes, au revoir.